Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Akamoshi pour cette nouvelle vidéo review des shows du 4 janvier de Japan Pro Wrestling. Aujourd'hui, on va s'intéresser au show qui a eu lieu le 4 janvier 2002. Et si vous me suivez, si vous suivez les vidéos dans l'ordre, vous savez que sur les éditions précédentes, j'ai été un peu déçu à chaque fois. Parce que je trouve que toutes les choses valaient à peu près, c'était tous des bons shows, mais que ça me manquait d'un petit truc pour faire passer un cap au show. Et faire basculer dans la catégorie des vrais bons shows. Là, on est toujours dans les shows plutôt moyens et malheureusement pour cette édition de 2002, j'allais dire on va pas déroger à la règle, on va même, on va un peu y déroger parce que on va baisser en qualité, à mon sens. Donc je pense que la vidéo va aller assez vite. Donc on va commencer par l'opener, hein, évidemment. Katsuyori Shibata qui fait ses débuts sur les shows du 4 janvier de New Japan Pro Wrestling en équipe avec Wataru Inoue contre Masahito Kakihara et Masayuki Nalose. Donc match sans intérêt parce que ça va rien changer pour tous les lutteurs. Au niveau de la construction, c'est un match assez lambda. Le seul intérêt, c'est que ça montre que Shibata et Inoue, malgré que ce soit des Young Lions, ils arrivent quand même à rivaliser avec des lutteurs qui sont plus expérimentés qu'eux. Donc au niveau du push, c'est plutôt pas mal. Ça s'emballe un peu vers la fin, heureusement. C'est ça ça qui me fait donner 3 étoiles au match. Sinon, ça aurait été autour de 2,5 je pense, parce que c'est quand même un match assez solide malgré tout, même s'il ne s'est pas passé grand chose. Mais ça reste agréable à suivre. Donc voilà, chouette opener, 3 étoiles. Le match suivant, je vais donner un bon 3-1/4 avec deux membres de l'équipe Team 2000, à savoir Akira et Kanemoto contre Tanaka et El Samurai. Voilà, un bon 3-1/4. Match porté par Kanemoto, j'ai rarement vu une aussi grande différence d'un match tag entre un lutteur et les autres. Ça se voit dans les matchs 1 contre 1 ou des choses comme ça, qu'il y a un lutteur qui porte l'autre, mais là Kanemoto il porte le match, c'est lui qui est le plus intéressant durant tout le match. Le match dure à peu près un quart d'heure je crois, et hormis les 2 ou 3 dernières minutes, ou peut-être 3-4 dernières minutes avec Akira et Tanaka, heureusement que c'est 3-4 dernières minutes pour ces deux là, sinon ils auraient été totalement oubliables dans ce match. Un catcheur qui est totalement oubliable dans ce match, c'est El Samurai qui lui n'a quasiment rien fait dans le match, voilà, totalement absent. C'est dommage, voilà. Je suis pas un grand fan d'El Samurai dans l'absolu, mais voilà, c'est quand même un lutteur qui a plutôt une belle renommée, mais bon, force est de constater que dans les grands matchs, soit il est porté par ses adversaires, soit il fait des performances assez moyennes. Donc voilà, 3-1/4. Bravo Kanemoto. Match suivant, Hiroshi Tanahashi qui fait lui aussi ses débuts lors des shows du 4 janvier en équipe avec Kenzo Suzuki contre Kazunari Murakami et Yuki Ishikawa qui sont deux combattants de MMA. Et voilà, c'est pas un match qui a duré très longtemps, je crois que ça dure 8 minutes si je dis pas de bêtises. Et les seuls moments intéressants, c'est quand Murakami est dans le match. Parce que son partenaire Ishikawa, c'est aussi un combattant de MMA, mais il essaie de s'adapter plus que son adversaire, plus que son partenaire, pardon, au catch. Et du coup, il catch contre Tanahashi et Suzuki. Mais une fois que Murakami rentre dans le match, l'ambiance change parce que, enfin, l'atmosphère change parce que lui, il met beaucoup plus en avant le fait que c'est un combattant de MMA. Et ça donne des oppositions un peu plus originales et un peu plus intéressantes à suivre, que ce soit contre Tanahashi ou Suzuki. Donc voilà. J'ai mis 2,5. J'ai mis 2,5 au match. C'est un match intéressant à suivre, mais il est court. Et voilà, c'est pour ça que je monte pas spécialement la note. Le meilleur match du show, très largement, j'ai mis 4-1/4 à ce combat. Un match de junior heavyweight. Et pourtant, sur l'affiche, ça paye pas de mine hein, dans l'absolu. Enfin, l'équipe des Babyface, c'est quand même Joshin Liger, Tiger Mask et le Great Sasuke. Donc bon, ça envoie quand même pas mal. Par contre, l'équipe des Heels, c'est Jado, c'est Gedo et c'est Dick Togo. Donc pour ceux qui suivent le catch japonais aujourd'hui chez New Japan en 2020, on se dit quelle équipe, quelle angoisse. Mais pourtant, ça va être un très 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 bon match. Alors ça dure assez longtemps, c'est 19 minutes je crois le match. Et en fait, le gros du match, c'est que, enfin oui, l'histoire du match, c'est les faces, ils sont bien plus forts que les heels individuellement. Ils prennent l'avantage assez facilement, c'est des bien meilleurs lutteurs, c'est des bien meilleurs catcheurs. Mais par contre, les heels, ils vont compenser leur manque de niveau individuel par une cohésion collective qui est bien plus grande. Voilà. Enfin après, Jado et Gedo c'est une vraie équipe, ça a été une vraie équipe sur les années précédentes, notamment chez la War. Et donc ça fait passer le match
de manière assez rapide, même s'il y a un creux au milieu du show, enfin au milieu du match, pardon. Il y a un petit creux où on s'ennuie un petit peu, mais sinon, avant, après, c'est très intéressant. Toutes leurs petites ruses pour conserver l'avantage, beaucoup d'agressivité. Franchement, en termes de storytelling, c'est vraiment un chouette combat. La narration était très bonne. Donc voilà, moi je me suis pas ennuyé du tout pendant ce match. Un bon 4 1/4 bien mérité. Les seules raisons pour lesquelles je monte pas plus la note, c'est comme je l'ai dit, il y a un petit creux au milieu du match où on s'ennuie un petit peu. Et Tiger Mask et Great Sasuke, ce sont des bien moins bons. Ils sont beaucoup moins bons que Justin Liger dans le rôle du babyface en péril. Voilà, Liger, c'est un bien meilleur vendeur que les deux autres. Et donc il arrive à rendre les phases de domination des adversaires encore plus intéressantes que quand c'est Tiger Mask pardon, ou Sasuke qui sont dominés. La fin de match est cool aussi, pas mal de spots, etc. Donc vrai bon match. Très bon match. Donc on a commencé par 4 bons matchs. Et là je vais un petit peu compter de petites secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Là on va passer à 5 matchs qui vont plomber le show largement. Donc pour commencer, on a Manabu Nakanishi qui va affronter Giant Silva. Donc comme son nom l'indique, c'est un géant. Pour un bon gros dud des familles. Nakanishi va l'emporter par décompte extérieur. Voilà. Un booking typique WWE, j'ai envie de dire. Avec le mec qu'on push, c'est-à-dire Nakanishi, qui est un disciple de Riki Choshu, qui est Booker, qui s'inscrit dans la lignée d'un mec comme Sasaki également, qui est lui-même dans la lignée d'un Choshu. Donc un mec avec un style de catch assez basique, coup de poing, coup de pied, close line, voilà un petit peu de truc, un peu de stiffness. Donc lui, il faut toujours qu'il soit booké fort. Mais par contre en face on a un géant et on veut pas faire perdre le géant. On veut pas forcément le faire perdre en crédibilité, donc on ne fait pas perdre, mais on fait pas gagner celui qu'on aime à faire gagner, celui qu'on fait gagner d'habitude. Donc on sort un petit finish un peu à la con, un petit décompte extérieur. C'était nul. Voilà. Le meilleur moment du match, c'est même pas dans le match, c'est à la fin du match, c'est après. C'est l'attaque du géant sur Nakanishi. Voilà. Donc un bon dud. Ensuite on a Kendo Kashin contre Daijiro Matsui, qui lui aussi était un combattant de MMA. Alors lui, je le connaissais pas spécialement. Je connaissais de nom, mais j'avais pas spécialement regardé sa carrière. J'ai regardé un petit peu sur Wikipédia rapidement. Le mec, il a quand même 50 matchs de MMA dans les jambes. Donc ils sont pas beaucoup à mon avis. Mais voilà, c'est pas un match hyper intéressant. Même si Matsui se débrouille plutôt pas mal en termes de catch. Parce que bon, dans le registre des mecs qui viennent du MMA, qui viennent au catch pour faire des matchs de catch, on a vu beaucoup plus mauvais que Matsui, vraiment. Malgré tout, je vais mettre seulement une étoile parce que le match est court, parce qu'il ne se passe pas grand chose d'intéressant, même si on voit que Matsui il a quand même des qualités. Mais Kendo Kashin il rend pas spécialement le match intéressant alors que c'est lui qui doit le porter quand même. C'est lui qui doit le diriger. Mais voilà, Kashin assez discret quand même. Alors je pense parce qu'il doit. Dans l'idée, il avait comme consigne de faire en sorte que Matsui est l'air crédible, donc le domine. Mais dans ces moments-là, Kendo Kashin ne rendait pas le truc intéressant spécialement. Donc voilà, un peu oubliable ce match. C'est Kashin qui conserve, avec une petite triche et un roll-up. Voilà, pour garder Matsui fort. Ensuite, on a un match que j'ai pas noté, qui dure à peu près un quart d'heure. C'est l'équipe. Alors, c'est quoi le nom de cette équipe? C'est Bat, je crois. Enfin, c'est un clan. C'est un clan qui s'appelle Bat. Et là, l'équipe, c'est Keiji Muto et Hiroshi Aze contre Tatsumi Fujinami et Nishimura. J'ai regardé 2 fois ce combat. Je l'ai regardé une fois. J'ai pas accroché à ce match. J'ai pas trouvé de choses intéressantes spécialement. J'ai regardé une deuxième fois. Et ça n'a rien changé à mon regard du match. Donc en fait, je sais pas comment noter ce match. Donc je l'ai pas noté du tout. Mais j'étais déçu en tout cas parce qu'en voyant les noms quand même, Keiji Muto, Hiroshi Aze, on s'attend on s'attend à quelque chose d'assez bon. Fujinami, même si c'est plus le grand Fujinami d'il y a 15 ou 20 ans, ça reste Fujinami et il montre quand même par certaines séquences qu'il a encore de très beaux restes. Et voilà, je suis déçu, je ne saurais pas quoi vous dire sur ce match. Vous pouvez aller le regarder pour vous faire votre propre avis, mais moi c'est pas un match que je recommande du tout. Un autre match que je recommande pas du tout, c'est Kensuke Sasaki, c'est mal sûr. C'est Kensuke Sasaki contre Ogawa. Ogawa qui a été buildé fort
parce qu'il a quand même humilié Shinya Hashimoto, la grosse star de la décennie suivante, sur quelques oppositions. Et bien là, de la même manière que pour Nakanishi, on a le mec hyper fort qu'on build depuis des années, même si Sasaki il est en avance sur Nakanishi évidemment, parce qu'il a déjà été champion poids lourd, et qu'il a plus d'expérience et plus d'ancienneté, contre Ogawa, le mec de MMA qu'on book fort, mais qu'on veut pas faire perdre non plus. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un match no contest. Alors ça démarre bien hein, pourtant, avec au début du match le face-off et Sasaki qui va mettre un coup de boule à Ogawa et qui va ensuite le fracasser par terre. Les deux crews qui accompagnent les deux lutteurs vont monter dans le ring et ça va se bagarrer. Le match va finir par démarrer 1 ou 2 minutes plus tard. C'est plutôt intense, donc c'est vraiment cool à suivre, mais tu sens assez rapidement quand même que le match il va repartir en couille et il repart en couille et on en profite pour finir le match là-dessus. Et c'est quand même assez dommage. C'est ton plus gros show de l'année et tu fais des non-décisions comme ça. C'est un peu étonnant. Donc c'est dommage. Pré-main event ensuite, Masahiro Chono et Giant Singh Sig ou Singh Giant Singh je crois. Qui est nul autre que le Great Khali contre l'équipe Tenkoji, donc Satoshi Kojima et Hiroyoshi Tenzan. Match que j'ai noté 2 étoiles, pas terrible. Chose quand même assez incroyable. Les moments les plus intéressants du match, c'est quand le Great Khali est dans le ring. Donc, déjà, c'est quelque chose dont je ne m'attendais pas du tout. Masahiro Chono largement en dessous des autres, de manière assez étonnante. Kojima et Tenzan, ils ont été plutôt bons dans leur rôle. Parce que le plus souvent, ils ont été opposés au Great Khali. Enfin, je vais l'appeler Great Khali, ce sera plus simple pour moi. Donc, la plupart du temps, voilà, Kojima et Tenzan ils ont été opposés au Great Khali et ils ont très bien joué leur rôle de mecs qui n'arrivent pas trop à savoir comment est-ce qu'il faut le prendre et qui se font assez logiquement dominer, en termes de puissance notamment. Et le Great Khali, chose assez intéressante, il est plutôt stiff. Voilà, que ce soit en Atemi, en close line et tout. Si c'était le. Si je l'avais découvert comme ça, le Great Khali, je me serais dit que ça risque d'être un géant assez intéressant. Alors, derrière, on l'a eu chez WWE assez nul, on va dire. Mais après, le Great Khali, alors il est très grand, mais je sais pas s'il souffre de gigantisme, par exemple. Ce qui fait que les articulations sont encore plus affaiblies que simplement quand tu es très grand. Parce que quand tu es très grand, c'est quand même un sacré handicap pour la mobilité, hein, le plus souvent du temps. Et quand tu souffres de gigantisme, c'est encore plus flagrant. Donc je sais pas si Great Khali souffre de ça, mais soit c'est ça qui lui a fait faire, qu'il a fait baisser de niveau, baisser en qualité, soit c'est le style WWE. Donc je sais pas encore. Ce qui serait intéressant, c'est de voir des matchs du Great Khali entre 2002 et le moment où il arrive chez WWE. Je pense qu'il arrive dans le main roster en 2006, je crois, chez WWE, donc je pense qu'il signe 1 ou 2 ans avant, histoire de s'entraîner dans leur branche de développement. Donc voilà, sur ces quelques années-là, 2002, 2003, 2004, ce serait intéressant de voir d'autres matchs du Great Khali pour savoir exactement ce qu'il en est. Mais voilà. Donc RAS quand même hein, sur ce match, un petit 2, voilà. Un petit 2 porté par le Great Khali, hein, c'est quand même fou. Et ensuite, le main event, voilà, très décevant. Entre Jun Akiyama et Yuji Nagata pour le championnat GHC, donc le championnat poids lourd de la Noah. Alors pourquoi on n'a pas de match de championnat IWGP sur ce show? Parce que Katsuyuki Fujita, qui a été champion une bonne partie de l'année précédente, 2001, rend le championnat vacant à cause d'une blessure. Je crois que c'est une blessure à la cheville. Enfin, c'est une blessure au pied. Alors après, je sais plus si c'est la cheville, le tendon ou un os du pied, mais c'est au niveau du pied. Donc voilà. Et chose intéressante. Oui, intéressante et importante surtout, c'est que c'est le début de la lobby d'Inoki de mettre la ceinture poids lourd sur un combattant de MMA. Donc, à savoir que Fujita, il voulait partir de New Japan en 2000, je crois. 99 ou 2000, je sais plus. Pour retourner. Alors, aller dans quelle compagnie? J'ai oublié c'était quelle compagnie où il voulait aller. Pour faire un peu plus de MMA, parce que c'est une compagnie qui faisait du MMA, enfin du shoot wrestling. Du coup, il voulait aller là-bas. Et Inoki, il a dit non, reste, va t'entraîner au MMA. Enfin, je vais t'entraîner au MMA
et tu vas aller faire du MMA, voilà, à Pride notamment. Et puisqu'il s'est bien débrouillé, enfin oui, bien débrouillé, 2 victoires, une défaite. Après ses 3 premiers matchs, Inoki lui a donné le titre poids lourd de la compagnie, parce que ça le faisait passer pour quelqu'un de legit. Il va garder le titre plus de la moitié de l'année 2001, il va se blesser, il va rendre le titre vacant, mais à partir de ce moment-là, Inoki va mettre les ceintures sur des mecs du MMA. Fujita, il va revenir de blessure, il reprendra le titre quelques années plus tard. Il va y avoir Bob Sapp aussi, c'est assez connu. Il va y avoir Yoshihiro Takayama, qui a catché chez Noah aussi notamment. C'est celui qui on le retient surtout pour son gros combat contre Don Fry. L'un des combats les plus spectaculaires de l'histoire du MMA chez Pride. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas de. Voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est pour ça qu'on n'a pas de match pour le championnat IWGP, parce qu'il n'y a pas de champion. On n'a pas couronné un nouveau. Et on a Jun Akiyama, champion JIC contre Yuji Nagata. Et malheureusement, ça va pas être un bon match. Alors j'ai mis 3 1/4, c'est quand même un match solide. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est hyper décevant parce que moi j'avais des grosses attentes là-dessus. Parce que Yuji Nagata, c'était un mec qui était quand même pas mal poussé depuis plusieurs années, qui montrait des qualités assez intéressantes dans le ring. Bon grappleur notamment, bon technicien. En face, Akiyama, qui est l'un des catcheurs, je pense, les plus doués peut-être de tous les temps, hein, quand même. Même si c'est pas celui qui a le plus de grands matchs, c'est quand même celui qui a l'un des niveaux moyens de match les plus solides, les plus hauts. Donc on arrive un peu à ce match avec 2 mecs qui sont sur la montante, parce que Nagata, quand même, c'est un mec qui est installé depuis plusieurs années. Akiyama, c'est un gros projet d'All Japan. Il a été associé aux monstres Misawa, Kawada, Kobashi. Il est parti avec Misawa pour fonder. Il a suivi Misawa qui allait fonder sa compagnie, la Noah. Misawa a pris le titre de la Noah. C'est le premier champion du monde poids lourd de la compagnie. Alors pas seulement parce que c'est sa compagnie, mais parce que c'est lui qui était la plus grosse star. Donc il a pris le titre pour mettre du prestige sur le titre. Et ensuite il a donné le titre à quelqu'un de plus jeune. Akiyama doit avoir 7 ou 8 ans de moins que Misawa. Donc c'est pour préparer aussi le futur de la compagnie. Et on verra plusieurs années plus tard, effectivement, quand les gros monstres, Misawa, Kobashi, etc., ils vont se retirer petit à petit, ben, les audiences elles vont baisser. Donc il fallait préparer la nouvelle génération. Il a tenté le coup dès le départ avec Akiyama, qui était plus jeune que lui, donc il lui a donné le titre, un titre que Misawa avait rendu prestigieux. Et Akiyama, il arrive en tant que champion chez New Japan, il affronte Nagata, donc on se dit que ça peut être vraiment un très gros match. Et on est déçu. Enfin, moi j'étais déçu, malgré le fait que ce soit une très belle affiche. Parce que le match, à mon sens, il est beaucoup trop segmenté. Il y a des belles idées, il y a des chouettes moments, il y a des chouettes séquences. Mais tout ce qui se passe entre ces moments-là, c'est limite chiant et ennuyeux. Et donc, c'est un peu chiant. Moi j'aime bien dans les matchs. On a notamment ça dans les matchs de Stan Hansen. Même s'il y a certains matchs où Stan Hansen il est à fond tout le temps et c'est quand même assez génial. Mais il y a certains matchs de Stan Hansen qui sont un peu en dents de scie au niveau du rythme. Où on met un gros rythme, ça redescend, on repart sur un gros rythme, ça redescend et on repart sur un gros rythme. Mais quand ça redescend, ça reste intéressant à suivre. Là, quand le rythme augmente, c'est vraiment chouette à suivre. Mais quand le rythme redescend, c'est chiant. Parce qu'il n'y a rien à suivre, il n'y a rien d'intéressant à suivre. Et ça fait un match beaucoup trop segmenté, beaucoup trop séquencé. Et ça donne un peu l'impression que les mecs savent pas quoi faire entre les trucs qu'ils avaient préparés. Alors pourquoi je sais pas spécialement. Est-ce que c'est parce que en fait ça clique pas spécialement entre les deux, parce qu'il n'y a pas spécialement d'alchimie. Est-ce que c'était une consigne dans la manière de préparer le match? Est-ce que c'était parce que Nagata était encore un peu sonné, enfin un peu sonné, il a encore des séquelles de son match contre Crocop quelques jours plus tôt. Parce que le fameux match Nagata-Crocop ou Crocop humilie Nagata en 20 secondes, enfin 21 secondes, mais on s'en fout. C'est le 31 décembre 2001 et là le show c'est le 4 janvier 2002. Donc, alors après le match il est pas long, donc tu te dis que physiquement il a pas beaucoup souffert, mais quand tu prends le KO qu'il a pris, je pense que tu mets plusieurs jours à t'en remettre. Donc c'est pas spécialement physiquement, mais je pense que c'est au niveau du cerveau. Je sais pas s'il était totalement rétabli, qu'il avait.
et qu'il avait toute sa lucidité pour le match, je sais pas. Mais voilà. Donc un main event décevant pour l'affiche. Voilà. Voilà. J'ai rien de plus à dire. Donc je vais m'arrêter là. La note du show, je lui mets 5. Donc voilà. Pour dire qu'on a un peu diminué en qualité. Pourtant ça démarrait bien. Ça démarrait bien. Il y avait les 4 premiers matchs qui étaient hyper intéressants, qui tournent autour de 3, 3, 1. Alors, les 4 premiers matchs c'est 3, 3, 1 quart. Il y a un petit 2,5 mais qui est quand même intéressant à suivre. Un gros 4, 1 quart. Ensuite il y a 5 matchs qui étaient nuls en fait. Je crois qu'il y a de mémoire, il y a Dud, une étoile. Il y a 2 aussi. Il y a un match que je note pas, Sasaki Ogawa, parce que c'est plus un segment qu'un match. Et il y a le match tag avec Muto et Muto Aze que je j'ai pas réussi à noter parce que j'ai pas accroché au match. Et le main event qui était plutôt bon, enfin décevant mais quand même solide. Donc voilà, c'est surtout la succession des 5 matchs au milieu de show enfin, jusqu'au main event qui sont quand même qui ont été difficiles à digérer quand même. Donc voilà. C'est là-dessus que je vais vous laisser. Voilà. N'hésitez pas à regarder en description de la vidéo le classement mis à jour des meilleurs shows du 4 janvier et des meilleurs matchs. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner et à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, des matchs, des notes éventuellement. Si vous avez vu le show, n'hésitez pas à mettre tous les commentaires que vous voulez. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.